Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo pour le niveau de spécialité SVT qui va être donc la dernière vidéo sur ce chapitre concernant donc l'immunité spécifique. Je vous rassure, c'est pas le dernier chapitre de l'année, il nous en reste encore un. Alors, pour aujourd'hui, toujours en m'aidant des documents que j'ai pu trouver sur le bouquin de l'enseignement de spécialité, plus les documents que j'ai trouvés sur internet que je vous ai sourcés, je vous ai donc construit un cours sur la dernière partie qui va nous intéresser, c'est-à-dire la mémoire qui se met en place dans le domaine de l'immunité adaptative. Alors, toujours en essayant de me recentrer sur le virus qui nous enquiquine en ce moment, le SARS-CoV-2. On va voir en fait, notamment il y a eu beaucoup de questions qui sont posées ces derniers temps, où on avait de sérieux doutes sur certains éléments. Depuis la mi-avril, on a eu un certain nombre d'articles qui relataient en fait des inquiétudes par rapport à la possibilité d'être réinfecté par le même virus une seconde fois, donc avec des titres, là on est sur Science et Vie, avec Covid, la grande inconnue de l'immunité, est-ce qu'on est protégé après déjà avoir attrapé cette maladie? Il y a aussi une autre question qui est posée dans certains cas, donc là vous avez un autre article qui est daté du 17 avril, en fait, notamment le ministre de la Santé parlait de certains éléments, puisque d'après ce que nous savons maintenant vis-à-vis des anticorps, vous savez qu'en gros, à partir du moment où on a le début d'infection, on commence à faire des IgM, et après plus tard, un petit peu plus tard, on a des IgG qui sont généralement un peu plus efficaces. Il y a des questions qui apparaissent comme savoir si des immunoglobulines, pas des immunoglobulines, là je sais pas de quoi il parle, faites attention les journalistes à pas recopier n'importe quoi. Donc si le test sérologique est mené trop tôt, il ne dira rien de la mémoire immunitaire. En gros, la question c'est si on voit qu'on a des IgG, est-ce que effectivement on est vraiment, si on a des IgG dans notre sérum qui correspond au virus, est-ce qu'ils sont vraiment efficaces? Et aussi il y a une autre chose qui est étudiée, c'est savoir si on a une forme peu sévère de la maladie, voire asymptomatique. Est-ce que on a des immunoglobulines qui sont présentes et est-ce qu'elles sont efficaces? Donc, hier, en pompe, et j'ai sauté de joie en voyant cette interview, parce que je me suis dit, quand même, on a des réponses concrètes sur le sujet. Ça date, c'est une interview du 13h sur France 2, je vous la diffuse tout de suite, qui permet de répondre à cette question, savoir si quand on a eu le Covid, est-ce qu'on a des immunoglobulines qui sont efficaces. Je vais sur le site internet et je vous diffuse la vidéo. Est-on forcément immunisé lorsqu'on a contracté le virus? Bonjour, professeur Fafi Kremer, vous êtes responsable du service virologie au CHU de Strasbourg. Et cette défense immunitaire, c'est justement l'objet des travaux que vous menez avec l'Institut Pasteur. Et aujourd'hui, vous êtes en mesure d'affirmer que les malades ne peuvent plus être réinfectés. Bonjour. Alors, effectivement, on a réalisé des analyses sur le personnel soignant au CHU de Strasbourg en collaboration avec l'équipe de Pasteur. Nous avons montré que même en ayant des symptômes légers, on peut développer des anticorps qu'on appelle protecteurs. Maintenant, on dit protecteurs qui vont nous protéger pour le moment, sur la durée pendant laquelle on les a mesurés. Combien de temps les personnes qui auront donc développé ces protecteurs seront immunisées justement? Alors, c'est la durée maximum que nous avons étudiée, c'était 40 jours. Donc actuellement, on peut dire qu'à 40 jours, les personnes ont ces anticorps protecteurs. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que si on a ces anticorps, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus contagieux. En effet, en fonction du moment où on fait cette analyse de sérologie, par rapport au début des symptômes, on peut rester contagieux et transmettre le virus. Donc il faut toujours garder les mesures barrières comme d'habitude. Combien de temps pourrait durer cette contagiosité justement des personnes qui donc ne peuvent plus être recontaminées mais peuvent transmettre encore le virus?
Alors, il y a des données dans la littérature, mais ça varie entre les personnes, ou ça varie aussi entre les personnes qui sont immunocompétents ou ceux qui sont malades. On dit que la contagiosité peut durer jusqu'à 21 jours, parfois. Et c'est vraiment, il faut quand même garder les mesures pour tout le monde, les mesures barrières pour tout le monde, pour éviter d'avoir à calculer aussi ce délai. Voilà, Samira Fafi-Kremer, professeur Fafi-Kremer, responsable du service virologie au CHU de Strasbourg. Merci à vous pour ces explications. Bien, donc vous avez vu dans l'interview, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quel que soit le type de forme de maladie, même si elle est très légère voire asymptomatique, il y a bien ces IgG qui sont présents. Et comme elle l'a dit, ils sont protecteurs, ils sont donc très efficaces et permettent d'empêcher de développer une nouvelle fois donc cette maladie une nouvelle fois de façon... ça empêche de la développer, tout du moins. Et en fait, la vraie question après, c'est par rapport à la durée. Comme il a été dit, visiblement, ces immunoglobulines sont sécrétées en quantité très importante, comme pour beaucoup d'autres maladies, au moins pendant une quarantaine de jours. Donc sur un temps qui est assez long. Et aussi, dans un second temps, le truc qui est intéressant, c'est de se dire, ok, si on a détection de ces IgG, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus transmettre la maladie. Il faut donc faire attention en termes de délai. Donc là, dans ce cas-là, il faudrait avoir la capacité de faire des relevés des tests salivaires ou rhinopharyngés pour voir si la charge virale est importante, puisque c'est en fonction de la charge virale qu'on sera en capacité ou non de transmettre la maladie. Alors, maintenant, on va enchaîner en termes de contenu. Donc, voilà en fait mon point de départ. Bon, c'est très lié à l'actualité, du coup, c'est pourquoi est-ce que les personnes qui ont été en contact avec le virus SARS-CoV-2, même en ne développant aucun symptôme, sont capables de développer, ont désormais peu de risque de développer une forme grave de la maladie. Donc on va essayer de voir ça, et en fait, tout ça est lié avec ce qu'on appelle la mémoire immunitaire. Donc là, ce qu'on va voir dans cette dernière partie, c'est une mémoire qui se met en place avec, primo, une multiplication des cellules. On va s'intéresser à ça, puisque jusque-là, moi, je vous avais juste évoqué assez fugacement la chose, c'est que si on a un lymphocyte qui est naïf, lorsqu'il est stimulé, eh bien, ça va permettre de donner des nouvelles cellules qui sont actives dans la lutte immunitaire. Alors, dans un premier temps, le petit A, c'est uniquement des explications, vous n'avez pas d'exercice, je vous ferai un exercice dans une partie. Alors, concernant la multiplication des cellules, je vous ai filé deux documents, un qui est plutôt sur les lymphocytes T et un autre plutôt sur les lymphocytes B. Pour les lymphocytes T, je détaille un petit peu. Vous avez un premier document où vous avez une cellule présentatrice d'antigènes, donc CPA, qui va être en contact donc la CPA est plutôt en périphérie du corps, et puis quand il y a une infection, elle va récupérer soit des virus, etc. Et donc elle va récupérer ces antigènes, elle va aller en contact, elle va migrer plutôt vers les ganglions, tout ce qui est organes lymphatiques, pour aller en contact avec les lymphocytes T qui y sont présents. Et elle va donc présenter ces antigènes aux lymphocytes T, que ce soit des CD8 ou des CD4. À partir du moment où on a cette présentation qui se fait, le lymphocyte TCD4 qui correspond à l'antigène, ou le lymphocyte TCD8 qui correspond aussi à cet antigène, les deux, ils vont subir des multiplications, et notamment sous l'effet de l'interleukine 2R. En fait, c'est ce qu'on appelle des cytokines. En gros, c'est l'équivalent d'une hormone, mais dans le système immunitaire, pour faire simple. Donc ce sont des molécules sécrétées par les globules blancs, et puis ils communiquent entre eux comme ça. Donc on va avoir donc les cytokines qui vont aller sur le récepteur ici, et que ce soit pour les LT4 ou les LT8, vous allez avoir donc une multiplication qui va se passer. Et parmi les cellules filles qui apparaissent, vous avez deux types de cellules qui vont apparaître, soit les effecteurs qu'on avait vus, donc ici par exemple les LT-CD4 quand ils sont actifs, c'est ce qu'on appelle les lymphocytes T auxiliaires, c'est-à-dire qu'ils vont en fait envoyer plein de messages aux lymphocytes T CD8 et aux lymphocytes B pour qu'ils deviennent actifs. Et aussi vous avez des lymphocytes T mémoire CD4. Donc ça veut dire que ça, c'est un petit peu comme ceux qui sont avant, les naïfs, sauf qu'ils sont au taquet, c'est-à-dire que dès qu'ils reçoivent un nouveau contact avec l'antigène, ils vont pouvoir se remultiplier de nouveau et donner des effecteurs. On a exactement la même chose du côté des lymphocytes T CD8, c'est-à-dire qu'on va avoir une forte multiplication, et parmi ces multiplications, vous allez avoir des lymphocytes T effecteurs, donc en fait des lymphocytes T C, c'est-à-dire cytotoxiques, qui vont être capables de détruire nos cellules infectées, et à côté des lymphocytes T mémoire. On a exactement
Donc une fois que ces lymphocytes T apparaissent, donc on va avoir des mémoires d'un côté et puis de l'autre des effecteurs qui vont être capables, par exemple ici, de faire ce qu'on appelle le baiser de la mort, c'est-à-dire détruire, induire la destruction d'une cellule qui est infectée. Maintenant, pour les lymphocytes B, c'est exactement la même histoire, sauf qu'on ne va pas passer par des cellules présentatrices d'antigènes, hein, on a simplement des antigènes qui se baladent dans notre organisme. Alors généralement, on fait en sorte quand même de pouvoir les récupérer dans le réseau lymphatique, et puis vous allez avoir l'antigène libre qui va se fixer à un récepteur B. Le fait qu'on ait ce contact, ça va induire... Donc imaginons qu'on ait plein de lymphocytes B avec plein de récepteurs différents, vous avez plein d'antigènes qui se baladent, ça va se lier uniquement à ce type de récepteur. Donc c'est uniquement ce lymphocyte B qui va être stimulé, et dans ce cas-là, vous allez avoir un clone, donc vous allez avoir ce lymphocyte B qui va être activé, on va avoir une division cellulaire, et après ce qu'on appelle la mitose. Donc vous allez avoir plein de divisions qui vont succéder, et très vite vous allez avoir un grand nombre de lymphocytes B qui sont des clones de celui qui a été activé à l'origine. Et parmi ceux-là, vous allez en avoir certains qui vont subir une différenciation, qui vont donner des plasmocytes qui vont sécréter des anticorps, et puis de l'autre, il y en a qui vont pas se différencier, qui vont rester comme ça, on va les appeler des lymphocytes B mémoire, qui vont être capables de rester pendant un certain temps, ce qui fait que s'il y a un futur contact avec un antigène, au lieu d'en avoir qu'un seul, vous allez en avoir beaucoup plus après, ce qui fait que vous allez avoir une population de plasmocytes qui arrivera beaucoup plus tôt, en grand nombre, et donc on aura une réponse immunitaire bien plus efficace. Donc si je fais un petit récap avec ceci, donc là c'est exactement le même schéma, sauf qu'il y a un petit élément en plus que j'ai bien aimé sur ce schéma, c'est ça. Donc en gros, si on refait les étapes, c'est reconnaissance de l'antigène, multiplication, et cette multiplication, elle peut être largement amplifiée grâce aux lymphocytes TCD4, les LT auxiliaires, qui vont balancer des interleukines, qui vont fortement stimuler les mitoses du lymphocyte B qui est cible. Et après, donc c'est pour ça que je recentre un peu là-dessus, que vous compreniez bien pourquoi les lymphocytes T CD4, même si de loin on a l'impression qu'ils ne servent pas à grand-chose, sans les LT CD4, il n'y a pas de multiplication de lymphocyte B et de lymphocyte T CD8. Donc les LT4, ils sont hyper importants, ce sont vraiment les chefs d'orchestre pour notre réponse immunitaire. Et donc, c'est ce qui veut dire qu'une fois qu'on a le contact, cette multiplication, vous avez d'un côté le naïf et après, paf, le plasmocyte qui est actif, qui permet donc de sécréter des anticorps. Voilà pour ce qu'il y a à retenir. Il y a finalement plusieurs étapes à voir. C'est d'abord la phase de sélection, c'est-à-dire qu'on choisit les globules blancs, les lymphocytes qui correspondent au Covid-19, si je recontextualise dans ce qui nous intéresse en ce moment avec avec le SARS-CoV-2, pardon. Ensuite, vous avez une phase d'amplification, donc le fait de se multiplier un très grand nombre, et à chaque fois dans ces multiplications, vous allez avoir des mémoires qui vont apparaître, des lymphocytes mémoires qui vont rester là. C'est valable aussi pour le TCD8, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas précisé. Donc vous allez avoir des lymphocytes mémoires qui vont apparaître, et aussi vous allez avoir des cellules, donc ces phases de différenciation, dans le pool de cellules qui sont là. On va avoir une différenciation qui va se faire avec des LT, des plasmocytes, des LT, on appelle ça des LTA pour auxiliaires, et puis des lymphocytes cytotoxiques qui vont pouvoir induire l'apoptose des cellules qui sont infectées. Voilà. Donc, les 4 étapes, sélection, multiplication, ce qu'on appelle l'amplification, la différenciation, et après, on va pouvoir éliminer donc en gros, le SARS-CoV-2, on va pouvoir l'attaquer et le dégager. Donc voilà ce qu'il faut retenir dans cette première partie. C'est-à-dire que après une infection, les lymphocytes sont capables d'interagir avec le pathogène. Ils vont se multiplier pour former en gros une énorme armée de lymphocytes spécifiques à ce pathogène. Et lorsque ces multiplications se font, on va avoir d'un côté des cellules différenciées qui vont pouvoir agir sur l'infection, mais aussi des lymphocytes qui vont être non différenciés, mais qui vont être en gros une réserve pour que plus tard, s'il y a de nouveau une nouvelle infection par le même pathogène, on ait une réponse qui soit plus rapide, plus efficace et qui permettra en fait d'empêcher de développer de nouveau la maladie. Alors ça ne veut pas dire qu'une nouvelle infection est impossible. C'est toujours possible. Simplement, il faut voir en termes d'efficacité que du coup, notre système immunitaire sera beaucoup plus efficace et qu'il y a de
de très fortes probabilités que on n'ait même pas un symptôme qui se développe parce que même s'il y a eu une contamination qui a été faite, on n'a pas un gros développement de l'infection. Enfin, on peut avoir une mini-infection, mais très vite résorbée parce qu'on a un système immunitaire qui est prêt. Voilà. Mais après, dans la vie, tout est possible. Donc, vous avez toujours des cas très isolés où on peut avoir de nouveau le virus qui se développe, mais de là à développer de formes graves, j'ai de sérieux doutes quand même. Alors, ensuite, on continue avec donc un deuxième élément qui est intéressant, justement par rapport à ce que je vous ai raconté, pour comprendre justement en quoi est-ce que le fait d'avoir des contacts répétés permet d'être mieux armé face à un pathogène. Il faut voir là les billes de différentes couleurs, en gros ça correspond en fait à des spécificités face à un antigène pour le pôle de lymphocytes. Et en fait, quand vous avez un antigène, par exemple, qui correspond à la couleur rose, vous allez avoir uniquement les roses qui vont se multiplier, donc on va en avoir plus. Si on a de nouveau un contact, eh bien, vu qu'on en avait déjà pas mal, si eux se remultiplient encore, on va en avoir encore beaucoup plus. Donc en fait, faut imaginer ça, c'est une action un petit peu exponentielle, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait des multiplications, on va avec des nombres qui sont très importants. Si vous faites la multiplication toute bête, on est à 2 cellules, après ça fait 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, enfin ça va très vite. Au bout de quelques multiplications, on a des populations cellulaires qui en termes de nombre n'ont vraiment plus rien à voir. Voilà. Donc lors d'un nouveau contact avec le même pathogène, cette multiplication se fait encore, ce qui permet d'obtenir un groupe de lymphocytes spécifiques encore plus important. Voilà. Maintenant, je vais vous faire travailler. Une des questions qui était posée, notamment par rapport au fait qu'on ait des anticorps dans notre sang. La présence de ces anticorps dans notre sang va aussi dépendre du fait qu'on ait des lymphocytes B qui soient dans notre corps. Donc la question c'est, pendant combien de temps est-ce que notre immunité elle peut être importante ? Et ça, cette question, pour le moment, personne ne peut y répondre. Étant donné que le SARS-CoV-2 est apparu depuis décembre en Chine, on ne peut pas dire ça peut durer pendant 1 an, puisqu'il n'y a eu aucun humain qui a été en contact depuis plus d'1 an avec ce virus. Donc simplement, théoriquement, pour d'autres maladies, on peut se faire une idée de la chose, de comment est-ce que ça pourrait se passer théoriquement. Donc, combien de temps notre immunité vis-à-vis d'un virus peut-elle durer ? Donc, on va s'intéresser à la durée de la mémoire immunitaire. Donc, une mémoire qui dure dans le temps, et pour certains pathogènes, on a des éléments concrets. Alors, pour mon activité, je vais partir d'un point qui va s'appeler Hiroshima ou Nagasaki. Vous connaissez tous ce truc-là, c'est l'explosion d'une bombe atomique. Et celle-ci, c'est l'explosion, une photographie qui est prise lors de l'explosion sur la ville de Hiroshima en août 1945. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Parce que, depuis 1945, au début, vous aviez des éléments armés, de l'armée américaine, et puis des scientifiques qui étaient venus au Japon, et il y a une partie qui, en fait, a étudié les conséquences sur la population qui a été exposée aux bombes d'Hiroshima et de Nagasaki. Donc les Américains qui avaient étudié ça, et en fait ça a été très critiqué puisqu'on disait que ils soignaient peut-être pas spécialement, ils regardaient juste les conséquences de leurs bombes. Donc ce qui est intéressant, c'est que depuis cette époque, après plus tard, il y a des médecins japonais qui sont greffés à l'étude, comme ça a permis de rajouter un petit peu plus ça va rajouter un petit peu plus d'éthique par rapport à cette problématique-là. Et donc, depuis 72 ans, on étudie vraiment les personnes qui ont été exposées. Et je vous invite à lire la vidéo qui est ici. Je ne vais pas vous la diffuser, celle-là. Hein. Je veux pas être enquiquiné à cause des droits d'auteur. Et en fait, parmi ces éléments-là, alors j'ai pas réussi à retrouver exactement la source de tout ça, donc vous regardez cette vidéo, elle sera très bien. Mais en fait, parmi ces patients, alors moi j'avais à peu près à votre âge, mais j'avais lu dans la littérature et j'ai pas réussi à retrouver le nom de la personne, le nom du patient, etc. Mais il y a un truc qui a été vu, c'est 50 ans après, on a pu... donc 50 ans après la bombe atomique, il y a donc en fait des analyses sanguines qui ont été faites. Donc vraiment 50 ans plus tard, on fait une prise de sang et on constate que
parmi donc les cellules qui sont présentes, on s'est rendu compte que pour certaines cellules, notamment les lymphocytes, il y en avait qui présentaient toujours des traces de radiation, de radioactivité. Alors, je ne me rappelle plus exactement si c'est une radioactivité même de la cellule ou si c'est des indices qui indiquent que cette cellule a subi des radiations. Ça, je ne saurais plus vous dire. Mais ce qui est intéressant, c'est en gros se dire que chez ces patients-là, il y a certaines cellules qui soulignent, qui montrent, qui ont été exposées par des radiations. Ma question est la suivante, c'est grâce aux documents, à tous ces éléments-là, essayer de déterminer l'âge du lymphocyte B mémoire qui justement a été étudié. À vous de jouer, c'est de la logique, vous allez tout comprendre. Bien, alors pour répondre, point de départ. On a notre sang qui a été prélevé chez un des patients japonais. Le lymphocyte qui est là, il a des traces de radiation. Donc, la question à se poser, c'est d'où vient cette radioactivité ? Ou alors cette trace de radiation ? Si on est logique, l'élément qui a pu... l'irradiation, elle a pu se passer que pendant le largage d'une des deux bombes, d'Hiroshima ou de Nagasaki. Si elle s'est faite que à ce moment-là, je rappelle qu'on a, si je fais un calcul de tête, on doit être en 95 à peu près quand ce prélèvement a été fait. Ça veut dire qu'il s'est passé quand même un certain nombre d'années. Donc, quand est-ce qu'a été exposé le patient à ces radiations ? Vous avez des connaissances historiques. Vous savez qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale, notamment l'Empire du Japon. Alors, c'est peut-être un truc que vous connaissez moins par rapport à l'Europe, mais ça va faire depuis les années 30 que le Japon a envahi la Mandchourie et après a tapé sur les Chinois. Et ensuite, ils ont conquis... donc là, ça nous a un peu plus concernés, nous, Européens. Donc, beaucoup de terrains qui étaient des colonies européennes. Les Japonais ont tout envahi, puis commencé à s'approcher dangereusement de l'Australie, mais aussi ont attaqué Pearl Harbor. Les Américains n'ont pas été contents, ils ont réussi donc à remonter un petit peu tout ça, et là, la photo que vous avez, c'est celle d'Iwo-Jima, qui est une île japonaise qui est assez proche de l'archipel japonais, et c'est à partir de là que beaucoup de bombardiers ont pu décoller pour ravager le Japon. Et en fait, la question se posait, c'était pour l'état-major américain, c'est est-ce qu'on va envahir l'archipel japonais et donc ça ferait beaucoup de morts américains. Il faut savoir que dans l'état, juste avant le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, le Japon était complètement à genoux. Il y a quand même pas mal d'éléments qui disent que visiblement ils étaient prêts à signer un armistice. C'est juste la problématique, c'était le fait que l'empereur abdique ou non. Donc, en fait, si la bombe a été larguée, ça n'a pas été uniquement pour stopper la guerre, puisqu'il y avait visiblement des possibilités, d'après beaucoup d'éléments historiques, mais aussi c'est par rapport au fait de montrer à Staline, qui était loin d'être le plus sympathique des dirigeants. Donc vous avez le président Truman qui était, on va dire, un petit peu plus sceptique vis-à-vis de Staline que son prédécesseur Roosevelt. Donc la décision de Truman, c'était donc de lancer les bombes atomiques pour montrer à l'URSS que les Américains, c'était eux les plus forts et qu'il ne fallait pas les embêter. Donc vous avez eu les bombes atomiques qui ont été lancées sur Hiroshima et Nagasaki dans le mois d'août 1945. Donc maintenant, on sait que ça va faire depuis 1945 que le lymphocyte B de notre patient ont été exposés à des radiations. Donc on peut dire que, étant donné que le prélèvement sanguin a été effectué 50 ans après le largage des bombes atomiques, on peut en déduire que le globule blanc qu'on a étudié, qui était très particulier, avait un âge de plus de 50 ans à peu près. Et ça, c'est énorme. On a presque aucune cellule dans notre corps qui sont capables de faire ça. Toujours est-il que, en dehors des neurones dans notre cerveau, mais il y en a beaucoup qui meurent, je vous rassure. Donc, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on se retrouve avec des lymphocytes B mémoire, qui vont être capables de durer vraiment très très longtemps. Il faut savoir que les lymphocytes B mémoire ont tendance à durer plus longtemps dans le temps que les lymphocytes T mémoire. Donc, cette mémoire-là, ça veut dire qu'en fait, cette personne-là était en partie protégée, avait un système immunitaire qui était capable de lutter contre un
contre un virus ou alors une bactérie, et ce depuis 50 ans que cette cellule était bel et bien présente. Alors, ce qu'il faut, c'était ce que je vous ai mis, hein, c'est que ça n'empêche pas une infection, mais en tout cas, ça permet de limiter très fortement les infections. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc ça dure sur le temps. Deuxièmement, vous allez avoir en fait plein de lymphocytes B mémoire. En fait, on va dire que le contingent des lymphocytes B mémoire ou de lymphocytes T mémoire qu'on aura va dépendre aussi de nos contacts avec les différents agents pathogènes que nous rencontrerons au cours de notre vie. Ce qui veut dire, pour conclure, que finalement... Est-on forcément immunisé lorsqu'on a... Donc forcément, en fonction des différentes rencontres qu'on aura eues vis-à-vis des différents pathogènes, on va se retrouver avec une cohorte de lymphocytes mémoire qui vont varier. Donc en fait, on va avoir une mémoire immunitaire qui va dépendre de chaque individu, parce que chaque individu n'aura pas croisé les mêmes agents pathogènes. Et je vais terminer donc le cours avec cet élément-là. Vous avez en fait donc leucocyte, je rappelle que ça veut dire cellule blanche, leuco ça veut dire blanc. Donc vous avez en fait tous les globules blancs qui sont présents, et puis vous avez les durées de vie qui sont intéressantes. Donc vous avez des durées de vie qui sont généralement de 3 jours pour les polynucléaires. Les monocytes, c'est quelques mois ou quelques années. Et puis... donc c'est ce qui donne les macrophages, etc. Et puis après, pour les lymphocytes, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction du type de lymphocyte, vous n'allez pas avoir la même chose. C'est-à-dire que vous avez des durées de vie qui vont de 100 à 300 jours pour les lymphocytes T globalement, mais aussi les plasmocytes, puisque vous avez certains plasmocytes qui restent un bon petit moment. Et justement, l'interrogation par rapport au Covid-19, par rapport au virus SARS-CoV-2, c'est de savoir si nos plasmocytes qui sécrètent des anticorps contre ce virus-là, est-ce qu'ils durent longtemps ou non. Pour l'instant, il faut attendre, mais visiblement, c'est plus de 40 jours. Donc, la particularité, c'est que les lymphocytes B mémoire, eux, ils peuvent durer plusieurs années, et il y a même des études, justement avec ces études qui ont été faites au Japon, on s'est rendu compte que ça pouvait aller à une 50aine d'années à peu près. Donc ça peut durer très très longtemps. Et pour terminer, désolé, quand j'ai fait le PowerPoint, j'ai un peu bugué, j'ai oublié de remettre celui-là. Pour terminer, vous avez la deuxième question en fait qui consiste à dire, à partir de ces textes-là, comment est-ce qu'on peut expliquer une durée de vie de lymphocyte mémoire aussi longue. Donc, vous avez les textes, je vous laisse le faire. Donc, vous avez tous les éléments qui sont dans le texte. Je parle plus pendant 5 secondes et puis je dis les derniers mots et je conclus. Donc là, la particularité primo, c'est que là, pour le côté de lymphocyte B, il y a un premier élément qui est donné, c'est que déjà, on va avoir une sélection des lymphocytes B mémoire. En gros, les lymphocytes B qui ont été le plus efficaces avec l'antigène seront les seuls à être retenus, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui ont interagi avec, mais ceux qui ont été moins efficaces ne sont pas retenus, ce qui fait que notre réponse immunitaire plus tard, si on a de nouveau un contact avec le même pathogène, c'est-à-dire là ici dans le cas du SARS-CoV-2, ça veut dire qu'on aura uniquement les lymphocytes B les plus efficaces qui vont être déjà présents en nombre, qui vont être capables de répondre assez vite. Donc c'est ça qui va en fait nous donner un côté protecteur à ces lymphocytes B. Ensuite, dans un deuxième temps, il y a des marqueurs qui sont à la surface de ces cellules qui vont permettre de capter des messages. Et ces messages, on les voit ici pour les lymphocytes T. En fait, ce qui se passe, c'est que tous les lymphocytes B mémoire vont en fait aller vers des organes lymphatiques comme des ganglions ou la rate. Et en fait, ils vont être exposés à des messages chimiques qui s'appellent des interleukines, qui vont en fait induire un message qui est « ne te suicide pas, reste en vie, reste actif ». Donc à partir de là, ces lymphocytes B mémoire vont être entretenus par ces messages chimiques et vont être capables de rester vivants pendant un certain temps, et dans le cas des lymphocytes B mémoire, pendant plusieurs dizaines d'années. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je ne vous embête plus, surtout regardez bien les vidéos pour vous aider pour les exercices. Prenez soin de vous et à tout bientôt.